Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle David Eleni, je suis partenaire et directeur des opérations chez Foxstone et j'ai l'immense honneur de vous accueillir pour vous présenter cette table ronde sur un sujet qui nous passionne à tous et qui est la tokenisation dans l'immobilier. Au cours des dernières années, les innovations technologiques ont donné naissance à des nouveaux modèles d'affaires qui sont très innovants et qui ont permis à la classe moyenne suisse d'avoir davantage accès à l'investissement immobilier. L'anglicisme tokenisé n'est rien d'autre que de la titrisation sous forme digitale. Elle permet d'émettre des tokens, des jetons électroniques, qui peuvent être traités sur des places de marché digitales de façon instantanée et qui ont pour sous-jacent n'importe quelle classe d'actifs. La classe d'actifs qui nous intéresse aujourd'hui, bien évidemment, est la classe d'actifs immobilière. Et l'application de la tokenisation à l'immobilier, eh bien, c'est un token qui représente une fraction d'un immeuble et qui donne droit à son détenteur à des rendements locatifs et à une éventuelle plus-value en fonction de la variation du prix de l'immeuble. Ces tokens sont échangeables, comme je l'ai dit, de façon instantanée, de façon décentralisée, entre particuliers et de façon 100% digitale. Pour rappel, la blockchain est un registre numérique décentralisé qui permet de contrôler la traçabilité, de donner de la transparence et de sécuriser n'importe quel type de transaction. Selon le World Economic Forum, 10% du PIB mondial, soit 24 trillions de dollars, sera stocké et échangé sur de la blockchain d'ici à dans 4 ans. L'immobilier est la classe d'actifs la plus importante et la plus grande au monde. Je vous laisse donc imaginer la place que va prendre ces nouvelles technologies dans toutes les transactions immobilières du futur. La tokenisation immobilière va faire entrer l'immobilier dans une nouvelle ère où il sera possible d'échanger, d'acheter et de revendre des tokens de façon instantanée. Elle va donner accès et démocratiser l'investissement immobilier à une audience qui aujourd'hui avec très peu accès finalement à cette classe d'actifs. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se mentir, c'est vrai qu'une bonne partie de l'immobilier est réservée à des investisseurs plutôt institutionnels, plutôt qualifiés. Pour remplacer une introduction à une bourse ou avoir recourir à une banque d'affaires, un simple propriétaire, un fund manager, un développeur immobilier pourra s'adresser à une société qui va tokeniser pour émettre des tokens et avoir accès à du capital de façon simplifiée. La régulation en Suisse est extrêmement bienveillante à l'égard de tout ce qui est PropTech et FinTech, et des grandes entreprises comme PwC accompagnent le régulateur pour mettre en place un cadre viable qui est propice à l'évolution de la tokenisation. Voilà, sans plus attendre, j'ai l'honneur de vous présenter M. Arnaud Cohnbühler, CEO de Prosimo, M. Dan Amar, CEO de Foxstone, et M. Jean-Sébastien Lassonde, partenaire chez PwC Suisse. Donc, je vous remercie à tous d'être présents. Je vois que la salle est comble, ce qui montre que le sujet intéresse quand même beaucoup de gens. Et on va démarrer cette discussion avec une première question pour Jean-Sébastien. Quel est l'état actuel de la tokenisation, du marché de la tokenisation en Suisse, et qui sont finalement les principaux acteurs de cette évolution? De mon point de vue, on est toujours dans le cadre d'un marché naissant. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il y a eu un engouement monstre pour les ICO. On a vu énormément de projets. Et puis, pour diverses raisons, mais probablement parce que le cadre réglementaire n'était pas encore là, adéquat, pour permettre cette émergence de cette activité-là, on a vu que l'activité s'est largement réduite. Il y a eu certains cas qui n'ont pas très bien fonctionné. Et donc, le marché s'est vite refroidi. Et qu'est-ce qui nous manquait finalement pour que cette tokenisation de notre société arrive? À mon sens, à moi, c'est la loi fédérale qu'on a vu sortir ces derniers jours. Ça, pour moi, c'est un game changer parce que ce qui nous manquait, c'était d'abord un trading venue qui était dédié à ce genre d'actifs. Tu l'as dit, l'immobilier aujourd'hui est encore largement réservé aux institutionnels ou qualifiés, mais de façon étonnante, ce projet de loi-là permet au retail maintenant d'accéder directement à cette classe d'actifs-là. Et ça, c'est majeur, parce qu'on parle d'une population qui est très large et qui aura accès finalement maintenant à un trading venue où la personne pourra ouvrir un compte, déposer ces actifs-là et trader et aura éventuellement un marché liquide sur ces tokens.
Donc là, je pense que la Suisse a fait fort. Et ça va prendre encore quelques années, bien entendu, comme toute nouveauté. Mais je pense que ce marché de la tokenisation va finalement s'envoler à cause de ce cadre-là. Maintenant, c'est vrai que si on regarde les projets actuels en Suisse, il y en a eu très peu. Souvent, c'était des premières expériences. Souvent, bon, au niveau immobilier, on a le problème du registre foncier, bien entendu. On n'arrive pas encore à lier vraiment totalement la blockchain. Donc, il nous manque encore quelques éléments pour arriver à une autonomisation complète. Mais je pense que maintenant, on a le cadre et ça devrait s'accélérer. C'est vrai que le régulateur régule dans le bon sens aujourd'hui. On voit qu'il y a énormément de lois qui ont permis de faciliter en fait la façon dont différentes sociétés vont se structurer pour proposer de la tokenisation à un plus large public. Ce qui nous intéresse, et je pense que c'est ce qui nous intéresse tous, c'est de quelle manière en fait est-ce que ça va transformer la manière dont les gens vont investir dans l'immobilier. Peut-être que Arnaud ou Dan, vous voulez répondre à cette question. Du côté de notre point de vue, je pense que ça va bouleverser beaucoup de choses. Il va y avoir un avant et il y aura un après. En fait, comme l'a dit Jean-Seb, on a la possibilité de donner à tout un chacun la possibilité de trader des assets sous forme de tokens. Et nous, on s'intéresse, et notre DNA, c'est l'immobilier. Donc l'investissement immobilier tokenisé, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre le business case final, ultime, là où on est en train d'arriver maintenant, c'est n'importe quelle personne, que ce soit en Europe ou dans le monde, mais parlons juste de l'Europe pour l'instant, pour être précis, pourra cliquer sur son téléphone portable, il va recevoir une annonce, donc il clique dessus, et puis on lui propose un deal de qualité institutionnelle, donc une junior debt à 5% en francs suisses sur la Bahnhofstrasse 7. Ça, c'est un deal que personne n'a accès. C'est-à-dire, si c'est pas Swiss Life, alors ça sera la Baloise qui va le prendre, celui-ci. Et ce genre de deal, nous, on l'amène, on va les chercher, hein, on les source, on les analyse, on les underwrite, et ensuite on les propose à nos clients. Et cette qualité institutionnelle de faire du deal en fait, immobilier, on va le proposer à tout un chacun, ce qu'on fait déjà maintenant, mais on va le faire de façon tokenisée. C'est-à-dire qu'en un clic, la personne va pouvoir investir des quatre coins de l'Europe dans des deals en Suisse ou en Europe pour avoir une exposition à l'immobilier. Et ça, c'est assez exceptionnel. Ça va vraiment permettre à quelqu'un d'entrer pour 1000 francs. C'est surtout ça, on va descendre le ticket d'entrée à un point très très bas. Aujourd'hui, nous, personnellement, on est à 25 000 francs. 25 000 francs parce qu'on avait beaucoup de problématiques avec les banques qui n'avaient pas envie d'onboarder 250 clients pour acheter un immeuble à 5 millions. Je vous laisse imaginer le casse-tête. Là, en fait, on a une société de titrisation. Cette société de titrisation va vendre des papiers financiers et les gens vont acheter cela sous forme de token. Du coup, on peut mettre un ticket à 1 franc si on veut. Disons qu'on le mette à 1000 francs. Alors, on peut mettre 1000 francs, 2000 francs, 5000 francs dans un immeuble, dans une dette, dans un projet de développement avec des promoteurs dans toute l'Europe. Et ensuite, on peut l'acheter, le vendre. On peut le vendre quand on veut. Donc, en fait, chaque produit va trader. Il y aura un cours. Et un jour ou l'autre, il y aura même peut-être des produits structurés sur ces produits. Et c'est ce qui est en train de se passer dans le Decentralized Finance, DeFi comme on dit, où en fait le monde est en train clairement de changer. C'est vrai que la titrisation, ça existe quand même depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup de choses dont tu parles qui font appel à la digitalisation, à la facilité d'accès, mais en même temps, les fonds immobiliers font ça depuis de nombreuses années. Ça m'intéresserait d'avoir l'avis d'Arnaud là-dessus, savoir finalement comment est-ce que les fonds aujourd'hui immobiliers s'intéressent à la tokenisation, puis quels sont les avantages finalement des fonds, parce que les fonds, je pense, ont beaucoup d'avantages, même avec la tokenisation. Merci pour la question. J'aimerais peut-être vite répondre dans petit speech. À la fin, j'ai une autre proposition. Tu vas à la bourse de Zurich comme privé, tu achètes un petit titre de n'importe qui, par exemple un truc Proximo pour 170 francs, et puis tu peux le vendre demain. Donc il n'y a aucun souci. Si tu as un compte digital, tu peux même le faire avec ton mobile. Je pense que il y a bien sûr des choses qui se passent déjà, et puis il y a une masse aussi, une certaine liquidité. Les fonds, on sait, les fonds ne sont pas hyper liquides, c'est sûr. Le marché en Suisse, c'est 45 milliards, il est en train de, quand même pas mal, ou même plus maintenant, vers les 50, 10 ans. Nestlé a 250 milliards de capitalisation, donc on voit un petit peu la relation, il est relativement petit toujours, mais il est quand même un petit peu liquide. Donc je pense que les investisseurs
privés, ils peuvent, s'ils vont à la bourse investir, ils peuvent investir. Par contre, où je pense que ce qui est intéressant que vous deux vous avez dit, c'est qu'il y a comme une part retail, surtout une stade de développement où on n'a aujourd'hui pas trop accès. Donc c'est une question de temps. Et bien sûr, un fonds ne va pas se coter à la bourse de Zurich s'il y a 20 millions d'immobilier, ou avec un immeuble, ça va, déjà la FINMA ne le permet pas, mais ça ne fait aucun sens. Donc il y a peut-être une niche au niveau de développement, au niveau de petits investissements, au niveau de quelqu'un qui veut peut-être être plus opportuniste. Ça, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Aussi des gens qui n'aiment pas trop les fonds parce que c'est quand même très... Il y a beaucoup de règles. Hein. On a le levier, on a encore beaucoup de papier chez nous. Donc tout ça, si on ne veut pas avoir moins de cela, je pense que c'est peut-être aussi juste une nouvelle ère, comme toi tu as dit. Donc moi, je peux imaginer qu'il y a une nouvelle classe, un nouveau style qui va s'établir peut-être d'ici 10-20 ans. De toute façon, tout est blockchain et puis même les fonds normands sont comme ça. Mais je pense qu'il y a aussi, pour moi, ce qui est important à la fin, et on est tous immobiliers ici, le plus-value, tu dois quand même créer au niveau immobilier. Ça veut dire que c'est comme à la base, c'est une gestion immobilière qui est importante. Tu construis quelque chose, tu loues quelque chose, tu fais ton travail. Par contre, où je suis d'accord, où ça peut beaucoup changer, c'est qu'en fait, à un moment donné, tu n'as pas que les fonds ou les sociétés immobilières que tu peux traiter à la bourse, Berne ou Zurich, ou même pas, mais après on a le problème avec les investisseurs qualifiés, et puis il y a vraiment beaucoup de gens qui n'ont pas accès à ça, je suis d'accord. Et aussi l'inverse, pour celui qui développe quelque chose qui n'a pas accès à l'argent peut-être aujourd'hui, donc lui peut peut-être capter crowdfunding, etc., autrement de l'argent, ou le private debt et tout ça. Je pense que là, il y a toute une palette qui s'ouvre qui aujourd'hui n'existe pas parce qu'il n'y a pas énormément de asset managers en Suisse, il n'y a pas énormément de produits non plus. Ça se crée beaucoup maintenant, ça c'est sûr, hein. Ça se développe énormément. Mais toujours, je pense qu'il y a clairement une marche de mon côté et puis nous on est bien sûr aussi ouverts à ça c'est sûr. On parlait de typologie d'investisseurs, qualifiés, institutionnels, retail. C'est vrai qu'on fait beaucoup d'analogies entre tout ce qui est blockchain, tout ce qui est tokenisation et crypto. Et ma question, qui est très ouverte, c'est de savoir finalement si ça va attirer le même type d'investisseurs. Est-ce que c'est des investisseurs qui ont plutôt une vision long-termiste, qui est souvent la typologie d'investisseurs qui attire l'immobilier, ou plutôt des investisseurs spéculatifs, qui ont une vision beaucoup plus short-term, forcément, qui exposera ce type de produit à davantage de volatilité. Alors je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Je pense qu'à terme, ce marché-là va attirer une grande partie de la population. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. Je veux dire, le mot blockchain, smart contracts, ça fait peur à l'investisseur moyen. Mais c'est comme le début de toute révolution. Au début, il n'y a que les professionnels qui s'intéressent à ces produits-là. Et au fur et à mesure qu'on éduque la population, qu'on simplifie les processus et qu'on le rend plus tangible, on attire une autre tranche de la population. Et au fur du temps, on attire l'ensemble de la population. Donc, je pense que c'est inévitable. La tokenisation va prendre une part importante de notre vie. Maintenant, comme tout, hein, certains produits seront plus utiles que d'autres. Et ça sera le marché à décider quel token est utile par rapport à d'autres. Mais c'est vrai que là, l'ouverture de cette classe d'actifs-là au retail va permettre, et c'est vrai que je fais un peu souvent la comparaison au private equity. Au private equity, il y a 10-15 ans, c'était réservé qu'à simplement certains investisseurs, grands investisseurs. Regardez aujourd'hui cette classe d'actifs-là, on a réussi à la descendre pratiquement à l'investisseur lambda. Et donc, est-ce qu'on va arriver à faire la même chose avec cette tokenisation de certains actifs? Espérons, il y aura certainement des avantages. C'est sûr que l'abaissement du ticket d'entrée facilite l'accès, mais je pense que c'est aussi une question qui est générationnelle, qui est culturelle. C'est-à-dire que les générations de demain voudront investir d'une nouvelle manière. On voit que tout le monde est ultra connecté. On peut imaginer avoir un jeune qui est sur son smartphone, sur Instagram, et recevoir une notification pour investir dans un token qui peut représenter de l'immobilier ou une autre classe d'actifs, et en 2 clics, avoir investi en direct. Et je pense que c'est comme ça qu'on imagine un peu le monde de demain, c'est que ces nouvelles générations ont d'autres attentes, et puis forcément une autre appétence à faire des investissements sous une forme qui est totalement nouvelle, et qui, je pense, va beaucoup changer. Ce qui m'intéresse aussi, c'est toute la partie réglementation, parce que finalement, ça paraît si simple hein, quand on parle d'accès, de digitalisation, d'outils en fait, qui sont intégrés. Mais bon, ça répond quand même à pas mal de lois. Et j'aimerais bien que vous nous éclairiez un petit peu sur toute la partie onboarding, parce que finalement, quand on gère des flux aussi importants, comment est-ce qu'on onboard ce client? Comment est-ce qu'on répond à des régulations comme la LBA? Qui fait ce type de contrôle? Et quels sont les acteurs finalement qui sont impliqués tout au long de la chaîne de valeur pour structurer, pour réglementer et pour s'assurer que la transaction soit faite en correspondance avec la régulation?
Je pense que sur cette question très compliquée, à mon avis, la réponse, elle est simple. Le régulateur a fait en sorte que cette classe d'actifs-là doit respecter aux mêmes exigences que l'ensemble des autres services financiers. Et on sait très bien, hein, c'est une classe d'actifs qui est à risque. Hein. Il y a de nombreux cas, on l'a tous lu dans la presse, de blanchiment. Et d'ailleurs, la loi l'indique clairement. Si certains produits de base de construction évoquent certains risques de blanchiment, ils ne pourront pas être tradés sur ces trading venues-là. Donc, mais pour faire simple, la réglementation est la même, elle est aussi stricte que pour les banques aujourd'hui qui onboardent un client ou un wealth manager qui onboard des clients. Dan a besoin de faire la même chose et les trading venues auront besoin de faire la même chose aujourd'hui pour s'assurer que ces clients-là puissent traiter. Donc, et c'est vraiment un des enjeux de cette future blockchain, hein, c'est les entrées au système. Hein. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on va vivre un jour dans un monde décentralisé. On verra bien, parce qu'on devra accéder au système et les régulateurs et les banques centrales ne voudront pas laisser n'importe qui accéder à ce système-là. Et ils voudront des acteurs sérieux qui permettent de vérifier l'entrée des individus. Donc, est-ce que les banques vont toujours avoir un rôle? Moi, je le pense. Mais l'aspect AML va rester un aspect hyper important, ça c'est clair. Donc Foxstone aura besoin d'être régulé pour faire ses premiers pas dans la tokenisation. Foxstone aura besoin d'une certaine régulation pour faire son entrée dans ce monde-là, oui. Nous, on a fait attention à... Le monde régulé, il est magnifique, mais il est très compliqué. Et des fois, en s'asseyant justement avec des personnes du monde de la régulation et puis avec des advisors, on arrive en fait à se dire, en fait, on peut remodeler le business model et le calibrer pour éviter les très très grosses régulations. On sera régulé à un certain point, ça c'est clair, mais pour éviter de devenir un fonds d'investissement. Nous, avec 30% de leverage, on ne va pas s'en sortir. Donc en fait, chercher de meilleurs bâtiments. Ouais, c'est ça. En fait, comme on a fait au début. Au début, on nous a dit vous pouvez pas mettre plus que 20 personnes dans une SA pour acheter un immeuble, sinon vous devenez un fonds d'investissement. Très bien, on a mis 50 personnes en direct. Donc les registres fonciers nous ont vu arriver avec des papiers. Le contrat d'achat, il fait 200 pages au lieu d'en faire 20. Donc ils ont halluciné. Donc on a un cas Foxstone dans chaque registre foncier de Suisse romande. Et la même chose chez les banques. Les banques nous disent mais nous on veut pas que vous soyez 200 à acheter l'immeuble, on va pas y arriver. Alors je leur ai demandé quel est votre problème. Votre problème c'était les KYC. On leur a fait tous les KYC online. Donc en fait on a amené beaucoup de technologies. Pareil pour les notaires, ils sont online. En fait on arrive à naviguer dans un domaine qui est extrêmement régulé et en prenant les bons côtés en fait chaque fois. Et c'est ça un peu le but de notre tokenisation, c'est d'arriver sans être 100% heavy regulated, mais avec la flexibilité d'une jeune start-up en fait. Moi, je pense que c'est ça, de mon avis, le grand challenge. Après, je vois plusieurs personnes ici qui sont aussi de ce monde régulé. Et il y a des pour et des contre, c'est clair. C'est aussi des flux d'argent très importants. Et puis, c'est quelque chose qui est très... Je veux dire, c'est beaucoup de caisses de pension là-dedans. Donc, c'est très sérieux. Et je pense qu'il faut pas... Il faut le prendre sérieux, c'est normal. Mais d'autre côté, je pense que là, on est Swiss Convention Center, Swiss Tech Convention Center. Et je pense que la Suisse doit aussi développer, voir le futur. Et puis, c'est la situation que toi, Jean-Sébastien, toi, tu expliques. Oui, et puis, ils sont déjà en train, ils sont démarqués. Et puis, la FINMA et tous les gens qui sont intéressés à ça, ils sont dedans, ils veulent le réguler. OK. Mais à partir de là, je pense que si on a juste une copy-paste du monde que nous avons aujourd'hui, je pense que ça ne peut pas être le futur. Je pense qu'il faut quand même innover plus, peut-être aussi au niveau de la régulation. Parce qu'à la fin, on a vu, la Suisse, elle a quand même aussi perdu de part de marché. Si on prend Luxembourg comme exemple, ce n'était pas du tout le cas à l'époque. Aujourd'hui, c'est le cas. Il y a beaucoup de fonds qui se font là-bas, moins en Suisse, parce qu'ils ont été plus flexibles, peut-être plus actifs. Aujourd'hui, ça s'est peut-être renversé, puis les choses sont un petit peu... Si on s'améliorait, si on veut bien. Mais je pense que, de mon avis, complètement perso, c'est qu'il y a vraiment un futur, mais je ne sais pas quand est ce futur. Peut-être ça commence maintenant, mais ça prend peut-être 5, 10, 15, 20, j'ai aucune idée combien d'années ça prend. Mais il y a un futur que cette technologie, c'est là et ça va venir. De mon avis, ça c'est clair. Quand, c'est une autre question. Et je pense que la Suisse, avec toute notre setup, avec l'EPFL, avec ses PME, avec ses startups, on a vraiment, de mon avis, un rôle à jouer. Mais le régulateur devrait aussi faire partie d'eux
pour peut-être innovateur là-dedans et puis de vraiment montrer autre chose dans le marché, des autres business models, si on veut bien. Parce qu'à la fin, juste encore peut-être ça, si à la fin, Dan avec Foxstone doit faire la même chose comme nous, il n'y a pas énormément de différence. Je pense que là, vous dites, OK, je prends mes fameux 170 francs et je l'investis. La bourse de Zurich est relativement connue, c'est relativement simple. Je ouvre mon compte Swissquote, j'investis et c'est la même chose. Je pense que si ça reste là, je ne vois pas trop d'innovation. Je veux dire, à la fin, est-ce qu'il y a papier ou pas qui s'intéresse? Donc je pense que ça devrait, de mon avis, aller plus loin que ça. Disons, on a un point peut-être différent, on va dire, des fonds, avec tous les avantages que les fonds ont hein, fiscalement, et puis il y a aussi une liquidité, etc. Nous, on est capable de lister un seul building. C'est-à-dire, on peut mettre un immeuble de 10 millions, et on va vers le propriétaire, et le propriétaire nous dit, ben, au lieu de le vendre, je vais faire l'IPO de mon building. C'est ça ce qu'on est en train de parler. Et on va pouvoir émettre des papiers de dette, comme on le fait maintenant, tokenisés, comme ça peut être tradé, où on va proposer une hypothèque. C'est-à-dire vous avez des grandes banques qui ont beaucoup d'argent et qui ne savent pas trop quoi faire avec, ou des privés, qui sont même maintenant, tous les privés ont un rendement de moins 0,75 à partir d'un certain montant. Bah, vous pouvez placer dans une hypothèque, comme une banque. Donc, on remplace la banque, entre guillemets, et vous pouvez financer les biens de Foxstone, les biens qu'on va mettre sur le marché. Donc c'est aujourd'hui, la technologie nous permet de devenir le sourceur de deals, l'underwriter, celui qui va faire l'analyse et signer les contrats. On va structurer la dette, on va placer ça à nos investisseurs et on va faire le second marché. Donc, nous, on est 20 personnes et les gens qui font ça, c'est les investment banks. Donc, ce qui est incroyable avec la technologie et avec la régulation, parce qu'aujourd'hui, la FINMA est quand même positive. Hein. Moi, je confirme ce que tu dis. On est à notre 3e ruling avec la FINMA, quand même. Et ça fait 3 fois qu'ils nous disent oui. Donc, ça veut dire qu'ils poussent quand même dans notre voie, là, à un certain point. On va bientôt devenir la première real estate investment bank digitale. C'est ça, c'est cette voie qu'on est en train de prendre. Et moi, je vois aussi peut-être 2-3 avantages de plus de la tokenisation. D'abord, le time to market. Hein? Souvent, les fonds de placement, on l'a vu, le temps de développer un produit peut prendre du temps. De lever les capitaux peut prendre du temps parce qu'on n'a pas encore l'approbation de la FINMA. Peut-être qu'avec les tokens, on va avoir un time to market. Après ça, il y a une sous-classe d'actifs au niveau de l'immobilier où l'investisseur lambda aujourd'hui n'a pas accès. La promotion immobilière, par exemple. Ces grands immeubles, pour acheter la Défense à Paris. Les investisseurs seraient peut-être intéressés à avoir accès à ce type d'immobilier-là, pour lequel aujourd'hui c'est exclusivement réservé aux grands investisseurs. Donc je pense que je suis d'accord avec toi. Sur certains produits au sein de l'immobilier, il y a peut-être une différenciation qui est plus faible, mais sur d'autres produits, peut-être que le token peut se différencier. Et encore une fois, je pense que tu parlais du Luxembourg. Je pense qu'honnêtement, avec cette loi-là, maintenant, on a une longueur d'avance sur le Luxembourg. Et il faut en profiter, hein, pour une fois. Et donc, il ne faut pas lâcher avec cette loi-là. On a probablement 2 ans d'avance sur le Luxembourg, probablement 4 ans d'avance sur l'Union européenne. Et donc, encore une fois, aujourd'hui, on parle d'immobilier, mais la tokenisation, ça va toucher tous les actifs bankable. Donc, je pense que là, le régulateur a fait fort et c'est très bien pour la place financière. On parle beaucoup de différents types de tokens, hein, utility token, security token. La FINMA a beaucoup régulé justement sur toute la partie token d'investissement, donc security token, pour éduquer peut-être un peu les différentes personnes qui sont là aujourd'hui. Est-ce que vous arrivez peut-être à expliquer la différence entre les deux? À quoi donne droit finalement chacun de ces tokens? Je peux prendre cette question. Je vais faire simple parce que je ne suis pas l'expert technique, mais disons que le payment token, c'est les crypto-assets. Hein? C'est le Bitcoin, c'est l'Ethereum et c'est tous les cryptocurrencies que l'on connaît. Le utility, et on en a vu sur certains projets d'utility où vous avez une entreprise privée qui va émettre un token et qui offre en échange un service à venir. Hein? Il y a un cas qui est fameux, qui n'a pas très bien fonctionné malheureusement, mais qui avait émis ce genre de token. Et puis la plupart des tokens qu'on voit, en tout cas en finance et dans le monde de l'immobilier, sont des security tokens, qui sont des valeurs mobilières sous les lois. Et c'est pour ça qu'il y a une réglementation très stricte sur ce fameux security token, qui est probablement le seul qui fait l'objet d'une réglementation aussi stricte, parce qu'il est considéré comme tout autre droit à valeur. Nous, on a énormément travaillé pour éviter le security token. Voilà.
pour éviter d'avoir toutes ces problématiques. Mais la FINMA nous a dit, vous avez quand même un token qui est asset-backed, c'est-à-dire il est backé par de l'immobilier. Donc déjà, il aurait une résistance, hein, parce qu'on a souvent vu des tokens qui vont à zéro. Là, s'il va à zéro, je vous conseille de l'acheter, parce que vous rachetez l'immeuble à zéro, en fait. Donc il aura une certaine résistance, ce token. Et en plus de ça, et c'est ça la problématique, c'est que notre token, il renvoie du cash. Il y a les loyers qui remontent, comme on fait aujourd'hui, sauf qu'au lieu de renvoyer les loyers sur les comptes bancaires UBS et Crédit Suisse des investisseurs, de nos investisseurs, les 13 000 personnes qui sont connectées sur notre plateforme vont recevoir les loyers sous forme de token. Après, ils peuvent les changer en francs suisses pour faire cash out ou les laisser dans le système pour continuer à réinvestir. Et ça ne peut pas être un utility token. En tout cas en Suisse. On a eu une discussion ce matin pour l'Europe. Mais en tout cas en Suisse, ça renvoie du cash. C'est un security token. Donc, on passe par toutes les lois qui vont tomber là-dessus. On a beaucoup parlé de liquidité. Certains annoncent la liquidité comme le saint graal de la tokenisation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est techniquement comment va s'organiser cette liquidité et sur quel horizon de temps on imagine que ça va démarrer. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup, mais dans le concret, ça va donner quoi? Alors, disons que la liquidité, on va devoir la créer. Comme on a créé finalement la demande en fait pour l'immobilier en mode crowdfunding, en part, en petit bout, quoi, tu vois. On était parmi les premiers à proposer ça. La liquidité, elle va venir déjà de 1 avec un gros portefeuille. Il faut que le portefeuille ait une profondeur d'investissement. Ensuite, il faut des players. Il faut que les gens échangent, achètent et vendent. Donc si tu as 100 000 personnes ou 500 000 personnes qui achètent et qui gardent, il n'y aura pas de liquidité. Pour faire ces échanges, il faut qu'ils soient connectés à la plateforme et que ça soit simple. En un clic, ça va aider en fait à cette liquidité. Alors après, dans nos pitchs, bien évidemment, je dis à nos investisseurs, on va avoir la liquidité dans 3 ans, ça, on va échanger tout ce qu'il faut. La vérité, c'est que petit à petit, ça va se monter cette liquidité. Et c'est vraiment le question mark, le point d'interrogation qu'on a aujourd'hui, c'est est-ce qu'on va arriver à faire comme dans les cryptos? Prenons un portefeuille, pour pas aller trop loin, d'accord, pour pas dépasser Proximo, 2 milliards, d'accord, 2 milliards de portefeuille, c'est une market cap de 2 milliards. Les cryptos market cap 2 milliards, elles s'échangent entre 2 et 6 fois par année. Le turnover est de 600%. S'il y a 2 milliards, il y a 12 milliards qui s'échangent pendant l'année. Si on arrive, nous, je pense, à avoir 500 millions, 1 milliard d'échanges, c'est pour les premières années, ça va être fantastique déjà. Donc, si on atteint le portefeuille plus ou moins de cette taille, il faut qu'on ait aussi les players qui viennent se connecter. Il faut que les bourses, hein, les venues, les trading venues, elles acceptent. Donc aujourd'hui, on parle avec beaucoup d'acteurs parce qu'on a le produit. On parle surtout avec ceux qui accepteront sur leur trading venue les retail investors, c'est-à-dire celui qui peut investir 50 francs, 100 francs sans avoir de problématique. Et quand il y aura beaucoup de retail investors, notre communauté, je pense qu'on aura la liquidité, ouais. Parce que si je peux prendre ça, c'est que dans le marché régulé à la bourse de Zurich, je pense que dans le volume des fonds, il y a 80 millions, ce qui est ridicule si on veut bien, d'échanges par jour. Et ça veut dire que si quelqu'un vient avec 500 millions, ce qui peut arriver, hein, c'est tout de suite des block trading. Ça veut dire, voilà, on appelle, c'est très manuel. Donc on appelle, on connaît les gens. Après, c'est pas normal que quelqu'un vienne avec 500 millions, hein, ça c'est sûr. Mais après, si on a quand même des fonds comme UBS, CIMA, qui a 11 milliards aujourd'hui, même 200 millions, c'est pas beaucoup pour quelque chose qui a 11 milliards. Et lui, il est aussi dans cet indice. Donc je pense que je ne le sais pas, mais je pense, je peux m'imaginer qu'il y a le chemin qui est un petit peu lent peut-être, parce que pour monter le volume, il te faut quand même aussi un petit peu de grands tickets éventuellement. Et puis eux, ils sont beaucoup moins, voilà, ils investissent, ils sont un petit peu moins in and out. Mais je pense que c'est absolument clé qu'à un moment donné, vraiment le retail peut investir pour créer la liquidité. Et après, à un moment donné, ça donne peut-être aussi pas trop de sécurité, c'est ça ce que je pense, hein, c'est que s'il y a une volatilité comme ça, comment on va avec les cryptocurrencies? En fait, je vais te donner un indice, Arnaud. On a 100 millions de portefeuilles, plus ou moins 110, non, de portefeuilles d'assets under management chez Foxstone. On a déjà eu 3 millions d'échanges.
avec des problématiques terribles. C'est-à-dire que la personne nous appelle, on doit trouver un acheteur dans notre base de données, donc ça passe par des messages, puis après quand on fait un tour de table, puis après on va chez le notaire, ils doivent les deux nous donner des procurations, et un de chez nous va signer, et puis il y a 5% d'échange transfert taxe, enfin, c'est une catastrophe. Ça marche parce que les gens ont eu la liquidité, on a assuré ce qu'on leur avait dit, si jamais vous voulez sortir, on a la liquidité, donc ça marche. Mais sache que nous, on a fait 3%. Alors toi, tu me dis 80 millions sur 45 milliards. Alors nous, on est à 3 millions sur 100 millions. Et ça, c'est avec toutes les problématiques. Donc je pense qu'on a quand même une projection de liquidité qui va être plus élevée que ça, quoi. Mais qui dépendra de plateformes d'échange externes à Foxstone, justement pour organiser un vrai marchand secondaire. Clairement. Et je pense que c'est une question très difficile à répondre. Parce que d'abord, ça va dépendre combien de trading venues il y aura. Est-ce qu'un token va être coté sur une seule trading venue ou sur plusieurs? Et donc, il y a plusieurs éléments qu'on ne contrôle pas. Moi, je pense que la liquidité va venir. Il y a une partie d'éducation. On devra faire ce genre de séances-là des centaines de fois pour éduquer les gens et puis les rendre attentifs à cette nouvelle classe d'actifs-là. Donc, il y a plusieurs facteurs qui devront converger pour que la liquidité augmente. Les aspects techniques, de régulation, de marché. Je pense que ça va prendre du temps. Peut-être sur certains produits très, très hype, où il y a beaucoup de marketing qui est fait, un Picasso qui est tokenisé, bon, là, il y aura peut-être plus de volume. Autrement, je pense que la conversion du monde traditionnel au monde décentralisé va se faire quand même relativement lentement. Mais, ceci dit, vous avez vu la transaction qui a eu au mois de fin juin, Dutch Burst qui a acquis Crypto-Finance, ça c'est un signe très fort. Hein. Ça c'est un signe très fort. Ça veut dire qu'ils veulent avoir accès justement à cette DLT plateforme. Et donc, eux, ils croient. Et donc, quand vous avez Dutch Burst qui est derrière un groupe comme ça peut aller vite. Hein. Exactement. Ça, c'est une autre transaction qui est intéressante. Donc, on voit que les gros acteurs se positionnent. Je ne donne pas plus tard que la semaine dernière, on était en discussion avec le SIX Exchange. Et je leur ai fait la comparaison dans la visioconférence. Je leur ai dit tout le stock market, la market cap est de 2 trillions, 1,8 trillion. Et juste les bitcoins, toutes seules, c'est 1 trillion. Et si on additionne toutes les autres, les plus grosses cryptocurrencies, on arrive à 2 trillions. C'est-à-dire dans l'espace de ça, on a rattrapé tout le stock market. Et ce que dit la Banque mondiale, justement, c'est que si on arrive à 24 trillions d'assets under management sur la blockchain dans 5 ans, il va y avoir un bouleversement. C'est clair. Je pense que le plus gros problème aujourd'hui, c'est la sécurité. Parce que les gens font l'amalgame entre le Bitcoin qu'on vole la clé et puis le token qui sera déposé dans un système dédié à ça. Donc, je pense que la blockchain a un peu aujourd'hui une mauvaise réputation. Et pour passer la barre des investisseurs qui comprennent et qui sont prêts à prendre le risque pour aller au retail, on devra améliorer la réputation de ce marché. Donc, ça, il y a un effort à faire. C'est bien de voir des gros acteurs maintenant qui y vont. Mais je pense que là, il y a un petit souci. Mais le security token n'est peut-être tradé qu'en Suisse pour l'instant. C'est une des seules juridictions au monde, c'est la seule juridiction au monde qui a dit OK pour le security token. Pour que ça soit tradé en Suisse, il vous faut un broker qui est ici, il vous faut un custodian qui va être compliant. Donc il y a une banque c'est une banque suisse en fait. C'est Lombardier, ce sera Crédit Suisse, ce sera UBS qui va détenir les tokens dans des coffres forts. Dans les sous-sols des banques. Ça ne sera pas sur un cloud, ça. Parce que le token, si vous avez, avec nous, avec l'immobilier, si l'investisseur met 100 000 francs dans un token, il n'a pas envie de l'avoir sur une clé USB. Parce que ça c'est le petit qui part et qui jette la clé aux toilettes. Surtout si la technologie change. Hein, ouais, c'est clair. Non, mais Dan, ça ne sera pas non plus un token physique. Non, ça ne sera pas physique. Il va quand même rester sur un espace où... Certainement, comme ton argent qui est sur ton compte bancaire UBS. À un moment, il est digital à un certain moment. D'accord. Donc, cet asset sera dans un compte, dans un serveur en fait, en Suisse. Et tout ça, le custodian doit être compliant FINMA, le LBA doit être compliant FINMA. En fait, toute la chaîne, et nous aussi. Donc, au niveau de sécurité, ça sent plutôt bon, on va dire. Voilà. Et aussi, on a des règles dans les tokens, security tokens, qu'on peut appliquer. C'est-à-dire, le security token, c'est que la digitalisation, finalement, du contrat. Derrière, il y a un vrai contrat.
Donc si quelqu'un vole un token, on vient nous voir, nous on a le ledger, on revient en arrière, on dit mais le contrat est là, c'est un contrat de prêt. Nous, faut pas oublier, ça c'est ce que tu as dit au début, en bas il y a de l'immobilier. C'est-à-dire si tu mets un mauvais asset manager, le token il va à zéro. Si le bien va à zéro, ça c'est 100% d'accord. C'est de l'immobilier. D'ailleurs nous on est tous les fondateurs de Foxstone, on est des gars de l'immobilier qui faisons de la tech. On n'est pas des gars de la tech qui faisons de l'immobilier. Ça change beaucoup de choses. Et voilà, je pense que c'est dans cette direction qu'on va. Bon, ce qui ressort de tout ça, c'est que finalement, il y a un temps d'éducation qui va être plus ou moins long. Et je pense que c'est le devoir des acteurs historiques et des nouveaux acteurs d'éduquer en fait ce marché et une clientèle qui ne comprend pas forcément cette nouvelle façon d'investir. On a des acteurs historiques qui vont quand même jouer un rôle important dans cette transformation et des nouveaux acteurs qui vont rêver des innovations qui vont permettre le changement. Petite dernière question pour clore cette belle table ronde, c'est selon vous, en fait, quel visage aura la place financière de demain ? Je peux commencer. Merci pour cette question. Je suis très optimiste à la base. Donc, si je vois ce qui se passe, en fait, ce qui se passe, et si je prends par exemple ce qui se passe dans le canton de Zug, qu'on peut déjà vraiment utiliser, d'acheter un petit chewing-gum en Bitcoin, je pense que quand même la volonté, ou peut-être aussi la curiosité des Suisses, et puis avec les universités et tout ça, ce que nous avons ici, donc on a quand même une population qui est très bien éduquée et tout ça. Et puis ici, cet esprit qui est ici, oui, je suis d'accord, la réputation, elle n'est pas encore là, mais c'est clair, c'est nouveau, ça prend toujours, et tout le monde est un petit peu conservateur et réticent en Suisse quand même aussi. C'est peut-être aussi un petit peu notre nature, je n'aime pas, mais je pense quand même qu'il y a un moment qui peut faire changer les choses. Donc moi, je pense que si ça se passe comme ça, je pense que d'ici un certain temps, on peut peut-être même au niveau mondial vraiment jouer un rôle avec ça. Au niveau de la technologie, avec ce qu'on peut faire. Donc, ça veut dire, pour moi, oui, ça va changer. Et puis, oui, de mon avis, ça va avoir une influence sur des acteurs comme nous. Donc, si on ne veut pas rentrer là-dedans, je pense qu'on peut aussi rater le train. Donc, c'est comme ça que je vois les choses. Je pense que la Suisse a une carte à jouer très forte. On sait que la Suisse avait une magnifique place financière qui a perdu un peu de sa vélocité par le fait que d'autres places financières ont fait soit des impôts, soit la facilité de faire les contrats, etc. Là, avec l'avance que la Suisse prend en prenant le security token et les places et les bourses et les banques digitales qui se créent, il y a un vrai jeu à jouer pour remettre vraiment la Suisse au numéro 1 sur les places financières. Parce que s'il y a tellement d'argent... Aujourd'hui, la Suisse gère il y a un tiers de l'argent mondial, plus ou moins, dans les comptes bancaires en Suisse, plus ou moins, c'est ça. Je pense qu'il va y avoir beaucoup plus, parce que si on est les seuls à pouvoir trader ça, et qu'on a tous les outils nécessaires, je pense qu'on va vraiment briller dans le monde. Il faudra faire gaffe à une chose, c'est la LBA. Parce que quand tu connectes le monde des cryptos et le monde des vivants, tu te rends compte qu'en fait, il y a vraiment quelque chose de très grave qui peut se passer. Parce que tout le monde vient acheter des bitcoins et autres pour blanchir peut-être de l'argent, on n'en sait rien. Là, tu vas laisser investir les cartels dans les immeubles à la rue du Rhône. Donc, c'est pas super cool. Il faudra faire très attention à ça. Et beaucoup de compagnies se placent maintenant sur comment faire le LBA sur les cryptos, pour remonter tout en arrière jusqu'à la banque qui a accepté le fiat currency qui est rentré dans le système. Voilà, ça c'est quelque chose qu'il faudra faire attention. Mais voilà, nous on le sent, la FINMA a l'oreille qui est ouverte, vraiment. Quand j'ai commencé il y a 5 ans, moi j'étais 2 ans avant l'ouverture de Foxstone, j'étais déjà en train de diguer et là la FINMA ne voulait rien savoir. Mais rien savoir, c'est-à-dire et les banques ne voulaient rien savoir, les brokers, personne ne voulait rien savoir. Puis ça a changé, et puis là la FINMA nous a donné son OK, et puis petit à petit, elle donne de plus en plus le OK. Donc elle a compris, je pense, le régulateur a compris, je pense le gouvernement, ce qu'on disait l'autre jour, a compris qu'il y a un jeu, il y a une carte à jouer ici vraiment très importante pour la place financière. Je pense qu'il y a, de mon point de vue, il y a une certitude, la désintermédiation va se continuer. Ça, on l'a vu. On l'a tous vécu, elle est en marche et c'est pas arrêtable. Donc ça, je pense que ça va continuer et ça va
favoriser la finance décentralisée. Maintenant, le cadre réglementaire, je sais que je l'ai dit plusieurs fois, mais malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui fait la compétitivité d'une place financière. Hein. Et on l'a vu ailleurs, si le cadre réglementaire n'est pas compétitif, on n'est pas dans le game. Et là, la Suisse a une longueur d'avance, il ne faut surtout pas la perdre. On a des super beaux acteurs en Suisse qui ont développé des super trucs qu'on arrive à vendre. Donc, on fait du chiffre d'affaires. Ce n'est pas juste de la théorie. Donc, je pense que la tokenisation va effectivement se poursuivre. Et on le voit que nous, on travaille beaucoup avec des jeunes chez PVC. On le voit, cette génération-là, effectivement, elle ne va pas investir de la même façon que nous, on a investi. Est-ce que ça va être des tokens? C'est difficile à dire, mais ça ne sera certainement pas de la même façon. Donc, je pense que si on cumule tout ça, il y a beaucoup de raisons d'y croire. Et je pense que Genève et la Suisse est aujourd'hui bien située. Merci pour cette note positive. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous trois pour votre participation et pour cet échange très enrichissant. Je vous propose à présent de passer à la session questions-réponses. Il nous reste un petit peu de temps. Si quelqu'un souhaite poser des questions, monsieur a un micro. Bonjour, Florian Gauthier. J'ai une précision concernant Foxstone ou autre. La tokenisation, vous la prévoyez uniquement pour de la dette ou aussi de la détention d'actifs directs? Et en fait, la question subsidiaire, quid de la fiscalité pour les deux cas? Alors, on l'a prévu pour les deux. Détention et dette, senior loan, junior loan. On a obtenu en fait les rulings pour cela. C'est-à-dire qu'on est arrivé à notre point ultime qu'on souhaitait faire avec Foxstone, c'est mettre vraiment tout le monde, démocratiser complètement l'investissement immobilier. 25 000 francs le ticket d'entrée, on n'a pas encore tout à fait démocratisé. 1000 francs le ticket d'entrée, on a gagné. Donc ça c'est fait. Et au niveau taxe, on a en ce moment un tax ruling qui est en train de partir dans tous les cantons. Parce qu'en fait, si tu échanges des parts ou quoi que ce soit d'une SI, n'est-ce pas, une société immobilière, une SA qui détient un immeuble, dans certains cantons, tu te fais requalifier en fait, de vente en fait, de l'immeuble. Tu as acheté l'immeuble à 100, tu l'as mis dans la SA, tu me le vends à 120. Là, tu es obligé de payer un impôt, même si tu as vendu les shares. Alors qu'en Suisse, quand tu vends des shares de Nestlé, tu ne payes pas d'impôt. Et donc, on a un tax ruling qui est en train de passer dans tous les cantons. Avec comme but de s'assurer qu'il n'y ait pas ces taxes-là, et d'autres encore. Et pour le moment, on est à 80% du tax ruling et tous les feux sont verts. La seule différence qu'on a entre les loyers qui rentrent net, disons, un net de charge et tout de l'immeuble, les cash flows finalement qu'on doit renvoyer, jusqu'à l'investisseur, on est à 3% de leakage. 3% environ d'écart. Donc on a bien bossé sur ça. Disons que c'est pas tout à fait ça. Il faut faire gaffe. Le token qu'on a mis en place, il donne, alors pour la dette, il donne le droit au taux d'intérêt et puis au remboursement. Et en ce qui concerne l'equity, il donne le droit aux economics finalement de l'immeuble. Donc c'est pas une détention totale. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Si un fonds d'investissement n'a pas le droit d'investir dans un produit qui va acheter un immeuble, il pourra pas acheter. Non, les fonds d'investissement achètent que des immeubles complets. Tu me dis si je me trompe, mais qu'un immeuble complet, pas en copropriété, tout en direct investment. Oui. Oui, il y a quand même une marge, hein, c'est pas si strict, oui. C'est comme ça. Donc non, il n'y a pas tout le marché qui va passer sur les tokens, mais après, effectivement, là, le ruling qu'on fait fiscal, là, on va le demander, on le demande en ce moment pour, s'il change la loi dans le futur, on reste avec ce même ruling. Là. Bon, je pense que cette question fiscale, elle est très complexe. Vous avez vu ce que le Conseil fédéral a fait avec le LKIF à la toute dernière minute pour éviter que les familles privées se rendent dans ce produit-là et évitent l'impôt. Donc, ils ont bien fermé rapidement le window. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Hein. Le Conseil fédéral ne va pas perdre des milliards à cause du token. Hein. Ils vont vite fermer si jamais il y a un échappatoire. Maintenant, c'est possible de faire des choses. Ça va être intéressant en termes de voir quel produit est le plus fiscalement efficient entre le fonds et le token
c'est encore un peu tôt parce que même les autorités fiscales découvrent le code de token. Donc, mais il y a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet-là. Merci. Une autre question? Merci pour ce débat très, très intéressant. Moi, j'ai une question liée un petit peu à la recomposition du paysage. Je m'explique. On a vu que les différents sauts technologiques ont amené des nouveaux acteurs. On l'a vu dans la photo, avec la disparition de Kodak. On l'a vu avec Nokia, disparition de Nokia avec les iPhones. Moi, je voulais un petit peu avoir votre impression sur cette tokenisation, avec tout ce que cela veut dire en termes de DeFi, en termes de blockchain. Est-ce que vous pensez que en fait, le paysage de la direction de fonds, de l'asset management et des banques dépositaires de fonds immobiliers va changer d'ici les 5 prochaines années? Autrement dit, si je dis amicalement à mon ami Arnaud, penses-tu être un jour le Kodak de l'asset management immobilier ou bien, et la question évidemment derrière tout ça, parce que la plupart des investisseurs dans ces fonds immobiliers, ce sont des caisses de pension. Donc si des acteurs établis actuellement qui ne font pas cette révolution technologique disparaissent, quelque part, c'est aussi l'argent du second pilier de nous tous qui va être en danger, avec une sortie peut-être très rapide des investisseurs de tous ces fonds, avec les conséquences qui peuvent être dramatiques pour le marché immobilier. Donc j'aimerais bien entendre à la fois un asset manager et puis un observateur averti du marché, qui voir un petit peu comment vous appréhendez l'évolution du paysage. Après toi, tu es un très très bon connaisseur du marché. Hein. Je pense que tu pourrais donner la meilleure réponse que moi. Je connais la réponse. Ouais, et je sais ce que tu penses. Donc la question, est-ce qu'on va fermer la baraque d'ici 2 ans? Je ne sais pas. Tu m'as donné 5, ok. Bon, c'est bien. Avec 5, des questions ouais. comme Mais ça, il j'ai ne va pas plus encore jamais ma revenir. Hein. Non, très bonne question. Moi, je pense que tu connais très bien tous ces environnements, notamment aussi caisse de pension, AVS et tout ça. C'est clairement pas les first movers. De loin, c'est même pas des fois des derniers, je veux dire, ils ne mouvent pas du tout. Donc, j'ai un petit peu extrême, mais c'est quand même malheureusement un petit peu le cas. Mais ils ont un horizon de, je ne sais pas, 150 ans, ou 200 ou 300, donc c'est bien que c'est comme ça, ça c'est la méthodologie. Je pense que chacun ses rôles. Très bien. Donc, je pense que pas que eux, ils vont faire des mouvements aujourd'hui dramatiques. Quoi. ESG, c'est notre sujet. Mais ici, je pense que c'est pas dramatique tout de suite. Je pense que ça va pas être les first movers, les grands caisses de pension. De mon avis, les connaissant un petit peu, même si tu lances un nouveau produit et tu connais, ça prend toujours. Et puis, c'est peut-être pas ça ce qu'il y a toujours. Je veux dire, si je me souviens, comme voilà, les nouveaux produits industriels, logistiques et tout ça, il faut toujours expliquer. Aujourd'hui, plus, mais c'est le marché qui est un petit peu tourné. Donc, je pense qu'on est un petit peu dans le même cas. Par contre, est-ce que, parce que tout ça coûte, on est tous le terre et tout ça, est-ce que ça va rester comme ça? Oui, tu as raison. Je pense que, je sais que tu penses, et je pense que tu as raison. Oui, ça va clairement changer le paysage. Est-ce que ça c'est déjà d'ici 5 ans? C'est aussi un petit peu une question du régulateur. Parce que si lui Dan m'a expliqué comment eux maintenant ils vont être régulés, mais pas comme asset manager, mais quand même vous avez une certaine sorte de régulation. Dès que tu ouvres certains comme fonds, mais tu blockchain, mais après bien sûr la FINMA ne va pas dire ça c'est bon et ça c'est pas. Je veux dire ils vont aussi intervenir. Donc je pense que c'est un petit peu une question comment ça c'est après réglé. Mais une fois que cette sécurité est donnée tout ça, je pense qu'il y aura un SWIFT et puis il y a des démarches qui vont réduire parce que tu as besoin moins d'acteurs. Hein. Moi, plus les banques, je veux dire, entre une market making, banque, direction de fonds, après les X personnes dans le compliance, risque et tout ça, qui doivent contrôler des trucs. Et si c'est la technologie qui contrôle déjà une bonne base des choses, bien sûr, l'immobilier reste immobilier. On est d'accord, on est clairement un grand en dessous, on est dans la structuration. Là, je pense que c'est clair, comme Jean-Seb, on l'a vu avec les banques. Hein. Je pense que là, il va y avoir un changement, de mon avis, clairement. Est-ce que c'est fondamentalement, est-ce que ça, c'est déjà d'ici 5 ans? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas d'ici 50 ans. Ça, je pense qu'on est aussi d'accord. Et puis, donc, je pense qu'il faut surveiller. Et puis, il faut, de mon avis, être sur le train et puis pas le faire passer. Mais de mon avis, c'est beaucoup plus peut-être les family office, peut-être quelques institutionnels un petit peu plus actifs qui vont oser de se lancer vraiment et de vraiment injecter des millions pour lancer ça, je pense. Et après, à un moment donné, si ça s'est établi, les caisses de pension, on va peut-être commencer à suivre.
Mais je ne sais pas, est-ce que tu as un autre avis? Très, très, très rapidement, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé du packaging. Hein? Mais le sous-jacent, tu l'as dit, le sous-jacent reste l'immobilier. Et quand on investit notre fonds de pension, nos économies dans un actif, qu'est-ce qu'on regarde avant tout, à mon sens, hein, en premier, c'est l'underlying, la qualité de l'underlying. Donc, à mon avis, la tokenisation, 5 ans, j'y crois pas. Maintenant, je suis peut-être trop vieux, mais je pense que ça va prendre plus que 5 ans. Je pense qu'il y a un engouement. Il y a un engouement. Il y a énormément d'argent qui est investi aujourd'hui pour développer des solutions. Et je pense que c'est un peu trop tôt. La population aujourd'hui est encore un peu méfiante par rapport à ça. C'est la rapidité de progression à convaincre la population que c'est des trucs qui sont efficaces et plus efficaces que ce qu'on a, qui va dépendre de réponse à ta question. Mais je pense que ça va se faire plutôt sur 10 ans, à mon avis. Je pense que oui. Mais quand on voit, ne fût-ce que l'activité de banque dépositaire, il y a 5 ans, SEBA Bank n'existait pas. Sigmund Bank n'existait pas. Là, dans les fonds immobiliers, on a 2 banques dépositaires qui sont dominantes, qui, à mon avis, ne sont pas les plus innovatrices. Et Sigmund et SEBA Bank sont extrêmement agressives et vont couvrir toute la chaîne de valeur, y compris l'activité de banque dépositaire, donc le safekeeping des private keys, en cold wallet ou en hot wallet. Donc, Nous, on ça finit, avance très vite. Hein. nous, on finit maintenant l'émission du prospectus et on peut trader sur une de ces places. Après, est-ce que ça va trader tout de suite 100 millions d'échanges? Non. Mais le token et la possibilité de sortir s'il y a un acheteur, ça, c'est dans la prochaine année, ça. Et même au niveau de la création des produits aussi, 21 Shares, il y a 3 ans, n'existait pas. Taurus n'existait pas. Donc on voit l'émergence d'énormément, dans toute la chaîne de valeur, d'énormément de nouveaux acteurs. Foxstone en est un. À 50, Foxstone n'existait pas. Et Crowdhouse non plus. Donc voilà, c'est quand même c'est des attaques sur les acteurs établis. Et je crois qu'un certain nombre vont survivre, mais d'autres vont lentement disparaître. Ce sera une mort, pas une mort subite, mais ce sera une mort lente. Après, il faut avoir le bon mindset. On a déjà eu des discussions avec Arnaud où c'est le monde régulé dans toute sa beauté, avec peut-être une possibilité, si les processus marchent et si eux-mêmes sont aussi régulés et stampés par des bons gars, en fait, de pouvoir aussi shifter. Tu vas pas avoir tous les fonds immobiliers, je pense, qui passent sur la blockchain, non, mais par contre, il va y avoir des produits qui sont faits par ces mêmes entités, qui sont aussi régulées, mais sur la blockchain, qui elle-même est régulée en Suisse. Donc, Merci Philippe pour ton intervention. On laisse peut-être la place à une dernière question. J'ai une question au niveau du token pour Dan. Tu as beaucoup parlé de décentralisation. Peut-être d'un point de vue technologique, je le comprends, si on utilise l'Ether ou une autre blockchain similaire. Par contre, au niveau du processus d'investissement, j'ai plutôt entendu quelque chose de très centralisé, dans le sens où l'actif, il est détenu par une société, on doit onboarder les clients centralement. Comment est-ce que quel est l'aspect décentralisé d'un produit comme une tokenisation que vous allez offrir sur votre plateforme? Alors, la décentralisation, tu l'as bien mentionné, c'est le fait que tout le monde puisse venir et échanger. L'immobilier, en tout cas chez Foxstone, on n'a pas vocation à devenir une plateforme où chacun peut poster son deal. Parce que tu perds toute la qualité finalement de l'underwriting. On va mettre des deals à 1% et puis les gens vont acheter, puis ça va pas aller. Tout, si tu veux, l'added value de ce qu'on amène nous au marché, c'est qu'on va aller chercher les deals, on va les analyser, les faire financer et les faire acheter par ces gens. Et donc il a tout un processus institutionnel d'investissement. C'est la qualité de donner, d'acheter un immeuble et de la donner en fait à tous ces gens. Donc on ne sera pas comme une place de marché où chacun peut proposer sa voiture, elle est bien, elle coûte 10 000 francs, elle est mauvaise, elle coûte aussi 10 000 francs. On ne sait pas en fait, c'est un peu la loterie, il faut connaître. Là on amène vraiment l'expertise. Nous ce qu'on donne c'est l'expertise. Après tu as encore un autre level parce que dans l'immobilier résidentiel tu ne peux pas laisser investir les étrangers. Donc en fait notre token il a double sécurité. Il a une sécurité LBA, puis il y a une autre sécurité où tu dois montrer ta carte d'identité et ça se scanne automatiquement. Ça, on a déjà la technologie en interne, mais tu dois montrer que tu es suisse. Et donc, tu vas avoir une white list
qui dit tous ces wallets A, B, C, D ont le droit d'acheter le token. Donc ça freine un peu, effectivement. Le jour où on met un bien commercial, là on peut donner en fait l'accès à tout le monde. Maintenant, la place de marché pour les security tokens, effectivement, elle est régulée, comme le sont les Binance et les autres. Donc elles sont finalement régulées par la SEC à un certain point, mais les échanges qui se font là-bas, ouais, parce que tu peux pas, il y en a plein qui ont lancé des boîtes qui ont été arrêtées immédiatement. Elles sont régulées, donc elles sont aussi. Il y a un moment, c'est central à un certain moment. Le registre, lui, il est décentralisé. Si tu veux aller chercher quelle transaction a été faite, là, elle est sur tous les ordinateurs du monde. La blockchain, elle va être répétée sur tous les ordinateurs du monde, c'est ça toute sa sécurité. Mais à un moment, si tu veux échanger, il faut une trading venue, il te faut un broker. Alors, effectivement, à un moment, tu rentres là-dedans, quoi. Oui, et puis c'est vrai que la chaîne de valeur, elle n'est pas encore toute décentralisée, parce que le registre foncier, par exemple, tu peux pas. Tu peux pas avoir. Tu es obligé encore d'aller chez le notaire et d'avoir encore un peu le processus papier qu'on connaît. Donc, tant aussi longtemps que le registre foncier ne sera pas lui-même sur la blockchain, on ne pourra pas. Le bail aussi, nous prête un smart contract. On n'est pas encore allé aussi loin que ça. Donc, il y a certains éléments de la valeur de chaîne, la chaîne de valeur qu'on n'a pas encore développé, mais je ne verrais pas pourquoi on n'y irait pas. Mais ça c'est par exemple Wincasa, donc chez SPS, ils ont, je pense cette année, ils font les premiers baux digital. Donc ils ont fait cette année déjà avec les places de parc. C'était un test, c'était Wincasa qui a fait un test, et puis je pense qu'ils ont fait plusieurs centaines, ça s'est passé, et maintenant c'est les baux qui vont suivre. Et ça, je pense que ça c'est quelque chose, parce qu'il y a la fameuse signature qui est maintenant vraiment digitale, qui est aussi faite par Bern, et maintenant je pense que ça peut jouer, donc ça c'est important. Et puis c'était ça, parce que je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est que tout ce qui est les régies, tout ça, je dirais, toute une partie immobilier qui n'est pas du tout digital, hein. Et ça fait des années qu'on en parle, mais le progrès, il est vraiment très très lent, je trouve. Je vois qu'on s'est emporté, qu'on n'a pas vu le temps passer. Il y a une vingtaine de personnes qui attendent pour la prochaine conférence. Je tiens à tous vous remercier. Tout d'abord à remercier Jean-Sébastien, Dan et Arnaud pour cette magnifique présentation. Merci à tous. Merci à vous pour votre intérêt. Merci d'être venus.